Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une méthode qui a pas mal secoué le monde de l'alignement des modèles d'IA. Il s'agit de l'optimisation directe par préférence, ou DPO. En gros, c'est une approche plus simple, plus directe, pour apprendre à une IA à faire ce qu'on attend d'elle. Tout part de cette question, qui est vraiment au cœur du sujet: comment s'assurer que ces systèmes, qui sont devenus incroyablement puissants, agissent bien selon nos intentions. C'est le grand défi de l'alignement de l'IA. Pendant pas mal de temps, la réponse standard à ce défi, c'était le RLHF. C'est la technique qui a été utilisée pour affiner la plupart des grands modèles que l'on connaît, en se basant sur les retours et les préférences d'évaluateurs humains. Mais voilà, le processus RLHF, c'est assez lourd. D'abord, on ajuste un modèle de base avec de bons exemples. Ensuite, et c'est une étape cruciale, on entraîne un modèle de récompense complètement séparé. Son unique but, c'est de prédire quelle réponse un humain préférerait. Et enfin, on utilise ce modèle de récompense comme un guide pour affiner le modèle de langage principal. C'est donc un pipeline en plusieurs étapes, assez complexe, et qui peut être un peu instable. Et c'est justement ça le problème. Toute cette complexité, ça a un coût. Pas seulement en termes de calcul, mais aussi en termes de stabilité. L'entraînement peut vite devenir une usine à gaz, difficile à maîtriser. Ce qui a poussé la communauté scientifique à se demander s'il n'y avait pas une approche plus directe en fait. Une méthode qui permettrait de sauter l'étape du modèle de récompense et de se passer de toute la complexité de l'apprentissage par renforcement. Et c'est précisément là qu'intervient le DPO. Son but, proposer une alternative bien plus élégante et directe à la complexité du RLHF. Quand on les met côte à côte, la différence est vraiment flagrante. D'un côté, on a le pipeline RLHF, avec tous ses composants. Et de l'autre, le DPO, qui intègre l'apprentissage des préférences directement dans la phase d'ajustement du modèle, le tout en une seule et même étape. Adieu le modèle de récompense explicite. Pour le dire simplement, le DPO transforme l'alignement en un problème de classification. Il apprend directement à faire la différence entre les bonnes et les mauvaises réponses, en se basant uniquement sur un jeu de données de préférence et sans avoir besoin de tout l'arsenal de l'apprentissage par renforcement. Ok, alors entrons un peu dans le détail. Comment le DPO fait-il pour apprendre si directement à partir de simples comparaisons? Eh bien, les ingrédients sont en fait très simples. Le DPO n'a besoin que de deux choses. 1. Un modèle de langage de départ, qui sert de référence pour ne pas trop s'en écarter. Et 2. Un ensemble de données où, pour une même question, une réponse a été choisie comme étant meilleure qu'une autre. C'est tout. La petite magie mathématique derrière tout ça repose sur une idée assez ancienne, mais très puissante, le modèle de Bradley-Terry. Ce modèle part d'une intuition très simple. Si l'on préfère la réponse A à la réponse B, c'est que A doit avoir un score implicite plus élevé. Eh bien, le DPO va essayer d'apprendre ces scores directement. L'intuition est vraiment très élégante. La fonction de perte du DPO agit un peu comme un levier. Pour chaque paire de réponses, elle va pousser le modèle pour qu'il augmente la probabilité de la réponse gagnante, et en même temps, elle va tirer pour diminuer la probabilité de la réponse perdante. C'est un ajustement direct, tout en gardant un œil sur le modèle de référence pour ne pas trop dériver. Et alors, est-ce que ça marche? Eh bien oui, et plutôt bien. Dans des tâches comme la synthèse de texte, par exemple, les modèles affinés avec DPO sont préférés dans plus de 60% des cas. C'est une performance qui souvent surpasse même celle obtenue avec les méthodes PPO du RLHF, qui sont bien plus complexes. Le succès du DPO a été tel qu'il a donné naissance à tout un champ de recherche. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement du DPO, mais d'une véritable famille de méthodes d'optimisation par les préférences. Et cette famille s'attaque à des problèmes de plus en plus spécifiques. Par exemple, FDPO cherche un meilleur équilibre entre l'alignement et la créativité. CPO applique l'idée du DPO à chaque étape d'un raisonnement complexe. Et d'autres, comme Docteur DPO, sont pensés pour être plus solides quand les données de préférence humaine contiennent des erreurs. Bref, c'est un domaine en pleine ébullition. Évidemment, le DPO n'est pas non plus une solution magique. Cette nouvelle approche apporte avec elle son propre lot de défis et de questions en suspens. Le défi numéro 1, sans grande surprise, c'est la dépendance à la qualité des données. Si les préférences humaines sont incohérentes, pleines de biais ou tout simplement de mauvaise qualité, le modèle va les apprendre aveuglement. Il y a aussi un risque de suroptimisation, que le modèle apprenne à tricher pour satisfaire les préférences sans vraiment comprendre ce qu'on lui demande. Et ça illustre bien la direction que prend la recherche actuelle. Des méthodes comme ce Docteur DPO sont conçues spécifiquement pour rendre l'algorithme moins sensible aux erreurs dans les données. Par exemple, quand un évaluateur s'est trompé en cliquant sur la mauvaise réponse. Le but, c'est de rendre le processus de plus en plus robuste. Alors, en conclusion, quel est l'impact global du DPO sur l'intelligence artificielle? Eh bien, on peut vraiment parler d'un changement de paradigme. Si l'on devait retenir 3 choses, ce seraient celles-ci.
Premièrement, le DPO simplifie énormément l'alignement, ce qui le rend plus accessible et plus stable. Deuxièmement, il nous rappelle que la qualité des données de préférence est plus que jamais le nerf de la guerre. Et enfin, il a ouvert une nouvelle voie de recherche passionnante pour trouver les techniques d'alignement encore plus directes et efficaces. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. La technologie pour aligner les IA sur nos préférences devient de plus en plus simple et puissante. Le vrai défi maintenant, c'est de définir et de collecter ces préférences d'une manière qui soit juste, représentative et qui incarne vraiment les valeurs que l'on veut voir dans nos IA. Merci de nous avoir suivis.